base qui tient son nom de la base de sous-marins, puisque le quartier a accueilli une base de sous-marins construite par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis réutilisée par les forces françaises jusque dans les années 90-2000. À partir de là, après ces 4 années d'occupation allemande, puis d'utilisation française, c'est 30 ans de reconversion qui nous amènent aujourd'hui à Lorient-la-Base, un nouveau quartier en mutation économique et sociale de la ville de Lorient, qui tisse un lien, qui continue à tisser un lien entre l'homme et la mer dans une ville qui est née de la mer. La base de sous-marins, c'est avant tout la construction d'une structure militaire par les Allemands lorsqu'ils entrent, qu'ils envahissent la France, qu'ils entrent à Lorient en juin 1940 et qu'ils choisissent la ville pour y établir la plus grande forteresse qu'ils détiennent en dehors de l'Allemagne et le centre de commandement des forces sous-marines dans la bataille de l'Atlantique. L'idée est véritablement de pouvoir amener leurs sous-marins d'Allemagne jusque sur le front atlantique et à partir de Lorient, pouvoir les armer, les réparer, remplacer les torpilles par exemple, recharger les batteries pour partir au combat. C'est les meutes de loups gris, les U-boats allemands qui partent couler des navires de transport, de marchandises, notamment alliés, anglais d'abord, puis américains, pour essayer d'étouffer l'Angleterre, de bloquer l'arrivée américaine. La bataille de l'Atlantique, où les sous-marins règnent en maître pendant longtemps, va être l'une des plus longues batailles de l'histoire. Et c'est parce que la bataille de l'Atlantique va être remportée par les Alliés que le débarquement pourra être envisagé. La base de sous-marins, c'est 1 million de mètres cubes de béton. Ça a été 15 000 ouvriers pour, au bout de entre 1 an et demi et 2 ans, réussir à construire cette immense forteresse qui va permettre d'accueillir des dizaines et des dizaines de sous-marins qui sans cesse vont se ravitailler pour repartir au combat. C'est une histoire de l'occupation, c'est peut-être le plus grand monument de la collaboration aujourd'hui, mais qui ensuite a connu cette nouvelle vie avec une réutilisation française, une véritable vie ouvrière, militaire, industrielle, qui a fait vivre l'Orient jusque dans les années 2000. Et puis à nouveau qui aujourd'hui incarne la course au large, des entreprises dédiées à l'activité nautique, une nouvelle vie dans ce lien entre l'homme et la mer. La base de sous-marins de Lorient, c'est avant tout aussi l'invention d'un type de base de sous-marins qui va être reconduit ailleurs. On invente un petit peu à Lorient, on expérimente la construction de blocos pour protéger les sous-marins. Et la base de Lorient va ensuite servir de modèle. Les plans d'autres bases vont être dessinés à Lorient. Ces autres bases, c'est Brest, La Rochelle, Saint-Nazaire et Bordeaux. Ce qui nous amène à 5 bases en France sur le front atlantique, auxquelles il faut ajouter des bases et des bases en projet sur la Méditerranée et puis bien sûr à l'étranger. La base de sous-marins s'invente d'abord sur le port de pêche avec la construction de blocos en forme d'ogive qui servent à protéger les sous-marins en utilisant le ricochet des bombes qui vont aller exploser un peu plus loin. Ensuite, c'est la construction de bases de forme plus carrée sur l'arsenal, au fond du Scorff. Et on va donc s'installer ici, sur la pointe de Quai-Romand, aux portes du port de pêche, pour développer l'immense base de sous-marins de Lorient-Quai-Romand, avec ses blocs K2, K3. K parce que nous sommes à Quai-Romand, et 1, 2 et 3 pour l'ordre de construction, tout simplement. Les blocs K1 et K2 sont organisés autour d'un slipway. On va tracter le sous-marin hors de l'eau, comme au port de pêche. On tracte les chalutiers hors de l'eau. Puis ensuite, le mettre sur un wagon, en quelque sorte, sur un berre, qui va être abrité dans des alvéoles, à l'abri sous des mètres et des mètres de béton. Le bloc K3, comme on le voit ici, est complètement différent. Cette fois-ci, la base va être construite les pieds dans l'eau, avec la construction d'un immense barrage pour assécher la rade. C'est des fondations qui vont pouvoir se poser sur la roche et ce bloc K3 qui s'élève avec des fondations donc beaucoup plus solides et l'ensemble de ces alvéoles, cette fois-ci en eau. On ouvre les portes, le sous-marin rentre, on ferme les portes et il est à l'abri. C'est donc beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et ces fondations beaucoup plus solides vont permettre de porter aussi une épaisseur de fortification beaucoup plus complexe que l'on va pouvoir aller voir. Les alvéoles fonctionnent avec leurs ateliers. Chaque atelier est spécialisé, l'atelier des batteries, l'atelier mécanique, l'atelier moteur par exemple. Et ainsi on comprend bien qu'une base de sous-marins, c'est l'entretien des sous-marins. Ils arrivent pour être entretenus, carénés, réarmés et repartir au combat. Ce qu'il est important de protéger, c'est donc bien sûr les sous-marins, mais surtout leurs ateliers, notamment l'atelier des batteries, qui est vraiment important puisqu'un sous-marin va fonctionner en moteur diesel en surface et recharger ses batteries.
et en moteur électrique sur batterie en plongée au moment de l'attaque. Mais ces recharges rapides en mer s'épuisent au fur et à mesure, et lorsqu'on rentre à la base, on va faire une recharge lente, plus complexe, pour repartir avec le maximum de ses capacités. Du bloc K3 organisé par le service patrimoine et archives de la ville de Lorient permettent de découvrir la chambre d'éclatement. Au-dessus d'énormes fondations qui ont servi à élever le bloc K3, cet énorme blocos qui accueille les sous-marins dans des alvéoles en eau, les forces allemandes, l'ingénierie allemande va inventer la chambre d'éclatement, un système de défense composé d'une chambre et de poutres armées. Les bombes pouvaient tomber, les plus puissantes de l'époque, pouvaient tomber sur ces poutres, exploser, comme sur un fusible. Le souffle de l'éclatement se diffusait dans la chambre et le bâtiment lui-même est composé de plusieurs morceaux avec des joints de dilatation qui allaient vibrer sous la force de l'explosion sans se fissurer. Avec l'invention de ce système de défense associé à des mètres de poutrelles armées et d'autres systèmes de défense, les bases de sous-marins deviennent indestructibles. On peut inventer les bombes les plus puissantes, elles ne parviendront pas ou difficilement à percer les bases qui vont ainsi pouvoir protéger leurs sous-marins de la meilleure manière possible. C'est un coup dur pour les Alliés. Et le choix est donc fait à la conférence de Casablanca, à Noël 1942, puis surtout au début d'année 1923, de volontairement alors venir détruire les villes supports des bases de sous-marins. Puisque l'on ne peut pas détruire les bases, on va les isoler. Et ainsi, la première d'entre elles, notamment Lorient, la plus importante, va devenir la cible de vagues de bombardiers anglais, canadiens, américains, qui vont venir attaquer non pas la base de sous-marins, mais le centre-ville de Lorient et le raser à 95%. La périphérie de la ville, le pays de Lorient, est rasé à 75%. De cette manière, la ville a disparu. C'est une ville martyre, une ville déclarée morte. Les habitants, pour la plupart, ont pu se mettre à l'abri à temps, on les a prévenus. Et les sous-marins vont être dans une sorte de no man's land, sans eau, sans électricité, avec des routes à refaire, des incendies partout, plus rien pour se nourrir et un climat de terreur. L'activité des sous-marins va se ralentir et progressivement aussi avec d'autres succès sur la bataille de l'Atlantique, l'Atlantique va pouvoir se libérer et le débarquement pourra être envisagé. La base de sous-marins qui s'est donc implantée à Lorient est la cause de la destruction de la ville volontaire par les Alliés. C'est une cicatrice pour la ville de Lorient. Alors que la ville a disparu, la raison de sa destruction elle-même est encore là. Plus encore que les bombardements, lorsque les Alliés libèrent la Bretagne au mois d'août 1944, après le débarquement, ils arrivent sur une forteresse où toutes les forces allemandes de Bretagne se sont repliées. Exactement, c'est 150 000 soldats allemands qui viennent s'abriter dans les bases de Brest, Lorient et Saint-Nazaire et tenir le siège. Les Alliés vont libérer la France, libérer Paris, libérer l'Allemagne, et ici, les forces allemandes continuent de tenir le siège. C'est un siège de 9 mois, le front des oubliés, la poche de Lorient. Lorient devient ainsi, les 10 et 11 mai 1945, l'un des derniers territoires d'Europe libérés. À nouveau, c'est parce qu'il y a la base de sous-marins, cette forteresse imprenable, que Lorient devient l'une des dernières villes libérées et l'une des dernières villes à pouvoir recommencer enfin à imaginer une reconstruction et une nouvelle vie.